Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est le banquier conseil Jean Peyrelevade. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On va parler de la campagne présidentielle, mais juste avant un petit mot parce qu'on a eu les chiffres du chômage hier pour le mois de mars. Chiffres qui sont exécrables. 44 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en catégorie A, après un léger recul, c'était sur janvier-février, sur l'ensemble du quinquennat de François Hollande, 635 000 chômeurs de plus. C'est calamiteux et en même temps on se dit qu'il a quand même fait des choses. Il y a eu les baisses de charges, il y a eu la loi travail. On a tout essayé? Non. Non, mais le bilan est calamiteux sur le chômage. Non, nous sommes d'accord. Mais les on parlait d'une embellie, c'est pour ça en fait. Non, la cause profonde, le problème que nous n'arrivons pas à résoudre, c'est que nous avons une croissance aujourd'hui potentielle de l'ordre de 1%, pas plus. Donc 1% par an, vous ne résorbez pas le chômage à ce niveau-là. On a quand même créé 190 000 emplois privés en 2016 avec 1% de croissance. On crée plus d'emplois aujourd'hui avec une croissance un peu plus faible. Ça prouve que tous les mécanismes de prime à l'embauche, ça fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne et c'est très bien sur le travail non qualifié. On crée des emplois non qualifiés, c'est très bien. Il vaut mieux créer des emplois non qualifiés que pas en créer, que pas créer de chômage, etc. Mais on a un problème beaucoup plus profond d'amélioration de la compétitivité française, donc de retrouver des taux de croissance plus élevés, ce qui passe par de l'investissement dans les entreprises, par de l'investissement plus orienté vers l'innovation, de l'investissement de conquête et pas seulement d'extension. Mais il y a eu des baisses de charges qui servaient justement à restaurer les marges des entreprises. Elles ont permis, oui, et maintenant on attend qu'elles investissent, qu'elles embauchent, qu'elles jouent le jeu. Alors, je continue. Elles n'investissent pas assez, encore. Elles n'investissent pas assez, notamment en modernisation de l'appareil productif. Nous avons 2,5 fois moins de robots que les Allemands, et nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui a dit qu'il fallait taxer les robots. Donc, mais il est éliminé, lui. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que cette idée ne soit pas partagée au-delà du candidat en question. Donc on a un énorme effort à faire en termes d'investissement du côté de l'appareil productif. On a aussi une main-d'œuvre que nous ne qualifions pas assez. Donc tout l'appareil de formation, d'éducation dans le secondaire, mais également de formation continue, de formation professionnelle, tout ça il faut le revoir de fond en comble. Et tant qu'on ne le fera pas, nous resterons avec des taux de croissance médiocres. Alors, puisqu'on parle du chômage, on peut faire le lien avec la campagne présidentielle. Et ce qui s'est passé hier, la campagne de l'entre-deux-tours a vraiment démarré hier à Amiens, sur le parking de Whirlpool, qui produit, on le sait, des sèche-linges. Le site est menacé de fermeture l'an prochain pour être délocalisé à Łódź, en Pologne, alors que Whirlpool gagne de l'argent. Tout ça était hier au cœur du duel entre Marine Le Pen, qui était sur place, Emmanuel Macron. Quand on écoute les syndicats, donc voilà, tout ça est délocalisé pour des questions de profit. Il y a deux questions en une. Il y a l'impuissance publique. Que peut faire? On a le sentiment qu'à chaque élection présidentielle, on a toujours un candidat qui vient ou deux sur l'estrade. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis une fois l'élection passée, il ne se passe rien. Et là encore hier, on a vu d'un côté, avec des solutions différentes, on a vu Marine Le Pen, au-delà de faire des selfies, elle a dit voilà, je ne laisais pas ce site se délocaliser, je ne veux pas d'une concurrence déloyale. Elle fera quoi? Ben, elle a fait preuve d'empathie. Oui, c'est des magots? Ça, c'est pas très efficace en termes de solution. Ah, oui, je pense qu'aller prendre un problème dramatique pour les personnels concernés, pour les gens qui sont concernés. De l'argent public. Elle a dit on mettrait de l'argent public. C'est pas nationalisé. Oui, mais elle a parlé de mettre de l'argent public. Oui, mais ça, c'est la pire des illusions qu'on peut donner aux salariés concernés, au personnel concerné. Parce que mettre de l'argent public dans des mécanismes de réaccès aussi vite que possible à l'emploi, de formation, de requalification des gens, oui, mettre de l'argent public pour empêcher Whirlpool de partir en Pologne, c'est de l'illusion absolue. C'est ce qui fait que les Français peuvent être certains dégoûtés par la mondialisation et la concurrence sauvage, c'est de voir qu'un site qui est rentable va être délocalisé en Pologne parce que là-bas, ça coûte 10% de moins à produire. Non. Site rentable,
entre nous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas. Ce que disait le syndicat. Oui, très bien. Que la société soit rentable. Whirlpool l'est. Whirlpool Avec l'est. des bénéfices mondiaux à hauteur de 800 millions de dollars. Donc, la vraie question, on revient sur les problèmes de fond, parce que des accidents de ce type, avec toutes les difficultés, les douleurs que ça représente, tant que nous ne résoudrons pas nos problèmes, ça continuera. Donc je vais prendre l'exemple de Whirlpool, parce que c'est un bon exemple de nos faiblesses, de nos insuffisances. Pardon, je coupe, qui a touché le CICE, qui a touché plusieurs dizaines de millions d'euros de baisse de charges du CICE. Ça, je suis d'accord qu'on pourrait en discuter. L'idée, si vous voulez, de contractualiser jusqu'à un certain point la relation, l'engagement pris par l'entreprise avec les apports de fonds par les pouvoirs publics, c'est normal qu'on ouvre ce sujet. Mais le problème de fond, si vous voulez, c'est que, et l'électroménager type Whirlpool est un bon exemple. Nous avons une gamme, pour simplifier, nous avons une gamme de produits aujourd'hui, l'ensemble de l'industrie française, qui est à peu près du niveau de gamme de l'industrie espagnole. 20% plus cher. Et nous sommes 20% plus chers. Donc comme je ne suis pas... Ça passe par quoi? Par des baisses de coûts, mais on va baisser les salaires des gens. Non. Et si on baisse les charges, ça fait moins de protection sûrement sociale pas les aussi. salaires. Comment sûrement on fait, pas les salaires. Oui, ça baisse. Ça passe autant que possible par des baisses des charges, ce qui passe par une diminution de la dépense publique. On y revient. Hein, c'est incontournable, mais ça passe surtout, en tout cas si vous voulez une solution de moyen terme, par le haut, ça passe surtout par une montée de la gamme de produits. Et donc comment on fait? Parce que c'est ce que dit, enfin en creux manifestement, Emmanuel Macron, il nous parle de quoi? De formation, alors reclassement pour celles et ceux qui sont pour le formation, coup, sur le carreau. investissement dans les nouvelles technologies, investissement dans les robots, modernisation de l'appareil productif, fonds propres dans les entreprises, mais c'est un chantier gigantesque qui mettra plusieurs années avant de produire ses effets. Et puis pour aussi le reclassement pour celles et ceux qui restent sur le carreau, améliorer les avec des indemnisations qui sont correctes quand on voit que Whirlpool, pour le coup, au niveau mondial, fait des centaines de millions de dollars de bénéfices. À nouveau, c'est une idée que moi je trouvais intéressante, qui n'a pas été très creusée. Je pense que c'est une idée de Jean Tirole d'ailleurs, l'idée dans les cotisations chômage, de mettre un bonus-malus en fonction, si je puis dire, du relevé historique du comportement des entreprises concernées. Après tout, les entreprises qui licencient beaucoup, c'est normal qu'elles paient davantage en termes d'assurance chômage. Sur ce cas Whirlpool, Jacques Attali, ses propos ont fait couler beaucoup d'encre. Il nous a dit que ce qui se passe à Whirlpool est une anecdote. C'est ce qu'il a dit sur LCI hier. Il a dit le cas de 300 personnes n'est pas du ressort du président. Au mieux, c'est maladroit. Au pire, c'est quoi? C'est du mépris? Non, je pense que c'est une parole qu'il aurait mieux fait de ne pas prononcer et de ne pas penser. Parce qu'il est dans l'entourage, c'est un proche d'Emmanuel Macron. C'est l'un des parrains d'Emmanuel Macron. Whirlpool n'est pas une anecdote, du tout. Whirlpool est, une fois de plus, la traduction concrète, malheureuse, de ce que j'appelle le mal français profond. L'industrie française a perdu 25% de ses emplois depuis 10 ans. Ce n'est pas à la suite d'une série d'anecdotes. C'est parce qu'il y a un problème fondamental. Nous avons perdu 25% de nos emplois industriels depuis 10 ans. L'Allemagne a maintenu les siens. Ce n'est pas une anecdote. Qui répond à ça dans les programmes des uns et des autres entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Elle a cette volonté, Marine Le Pen, de dire on va relocaliser, on va recréer de l'industrie en France. Et c'est ce que dit aussi d'ailleurs avec des outils et des méthodes différentes Emmanuel Macron. Sur ce sujet-là précis, c'est-à-dire comment refabriquer de l'avantage compétitif dans l'appareil productif français, ce qui est le problème de fond, Marine Le Pen, illusion totale. Hein, c'est un vœu pieux, mais elle le dit, il faut relocaliser en France, il faut reproduire en France. Il n'y a aucune solution concrète que des choses imaginaires, je veux dire. D'ailleurs, si on commence par sortir de l'euro, je ne vous dis pas l'appareil productif français, on commence par avoir la faillite de la moitié du système financier français, donc l'État sera en défaut, donc désastre généralisé. Et puis les entreprises réexportent, dans ce qu'elles réexportent, il y a 25% d'importation dans ce qu'elles réexportent. Bien sûr, donc, et puis de toute façon… On se tire une balle dans le pied. Hein. On se tire une balle dans le pied, on exporte 25% de notre PIB, si on commence par basculer dans le protectionnisme, comment on va payer nos importations incontournables? Et puis le contenu des exportations. Le contenu des exportations, plus le pétrole qu'on est obligé d'importer, je veux dire, c'est… Enfin, c'est les contenus en importation des exportations, pour le coup, absolument. qui est important. Donc, elle, il n'y a que des illusions. Chez
Emmanuel Macron, il y a deux éléments positifs qui ne me paraissent pas suffisants pour traiter l'ensemble du problème, mais il y a deux éléments positifs. Il y a un élément de discours, il n'y a pas encore de choses très concrètes, mais il y a un élément de discours sur la formation professionnelle, la requalification, et ça c'est bien. Avec un plan d'investissement de 15 milliards dans la formation. Donc ça c'est bien, on ne sait pas ce que ça veut dire de manière concrète, mais en termes d'intention c'est bien. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui pour moi est très important, qui est l'alignement de la fiscalité sur les revenus des investissements dans l'appareil productif sur ce que font nos concurrents étrangers, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire à hauteur de 25 ou 30%. 30%. 30%, premier effort. Ouais. 30% c'est un peu haut, mais enfin c'est déjà bien. On vient de loin. Hein. On vient de tellement loin que c'est bon à prendre. Donc ça c'est très positif. Bon, comment vous trouvez qu'il aborde ce second tour, Emmanuel Macron? On lui a reproché d'avoir disparu des écrans radars pendant 48 heures. Il est revenu dans ce duel parce que Marine Le Pen l'a emmené sur le parking de Whirlpool à Amiens. Est-ce que pour vous, en tout cas, il a pris la mesure de la gravité de la situation dans cet entre-deux tours, même si les sondages le donnent a priori largement élu aujourd'hui? Dans le combat avec le Front National, je dirais oui. Je n'ai pas d'hésitation là-dessus. J'ai le droit de faire un peu de politique. Allez. En revanche, sur le plan purement politique, je crois que moi je fais l'hypothèse, et d'ailleurs mon vote personnel sera aligné sur l'hypothèse, bien entendu. Je fais l'hypothèse qu'il va gagner l'élection présidentielle. Parce que il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Je pense qu'il a pris la mesure de l'enjeu du combat contre Marine Le Pen. Son discours de dimanche vous a satisfait? Oui, je trouve il faut appeler un chat, c'est-à-dire nous avons un danger en face de nous complet de destruction, non seulement de l'unité française, mais de l'économie française et donc de la société française. Oui, mais la posture du favori, l'excès de confiance, c'est pas... Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Mais c'est pas ça se corrige assez vite. Hein. Défaut de jeunesse, je dirais. La jeunesse, ça a plein de qualités. De temps en temps, ça a des petits défauts. Donc, défaut de jeunesse. Je lui en veux pas trop pour ça et je pense qu'il va le corriger. En revanche, je pense que le vrai enjeu maintenant pour lui, c'est la constitution d'une majorité législative. Et là, 41% de ceux qui ont voté Macron l'ont fait par défaut et non par conviction. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, justement, je rebondis, en vue des législatives? Et là, c'est un désaccord ancien que j'ai avec lui. Je pense qu'il a tort de miser sur la disparition ou la destruction de la droite des deux côtés. Je pense que la droite et la gauche sont, pour des raisons différentes, la droite blessée et meurtrie, la gauche pas très loin d'une explosion. Donc il n'aura pas de majorité, selon vous Non, je ne crois pas. Je pense pas. Pas absolue, en tout cas. Je ne crois pas qu'il aura une majorité absolue, mais mon propos va au-delà de ça. C'est-à-dire, s'il n'a pas de majorité absolue, comment il fabrique une coalition avec des forces qu'il a, d'une certaine manière, antagonisé contre lui. Il a dit « je me refuse à tout accord de toute espèce ». Et quand on veut fabriquer une coalition, il faut bien négocier. Sauf que ça sera en fonction des résultats, pour le coup, des législatives, qu'il verra quel est le rapport de force. Oui, mais je veux dire, ça se... Il a raison de ne pas baisser la garde avant le combat. Hein. Oui, mais enfin, l'échange avant, l'échange de propos, l'échange de diagnostic, l'échange permet de créer du lien. Je n'ai pas le sentiment qu'il ait créé beaucoup de liens, ni avec la droite aujourd'hui, ni avec la gauche, où normalement il aurait eu un terrain plus favorable compte tenu de ses origines. Une cohabitation, on se projette un petit peu, 2 secondes, mais une cohabitation entre Emmanuel Macron et une droite, une Assemblée nationale qui sera à droite pour le coup, c'est le pire des scénarios, ou on se dit que peut-être qu'au moins justement il pourrait aller peut-être plus loin en termes de réformes économiques? Je vais vous dire une horreur, peut-être. Moi, je trouve que les périodes de cohabitation qu'on a vécues en France, à l'époque où il y avait le septennat et le quinquennat, et où donc la cohabitation était quelque chose qui structurellement revenait régulièrement, les hommes politiques, d'ailleurs Jospin et Chirac, ont décidé de mettre fin à ça parce que probablement ils n'aimaient pas cohabiter tous les deux. Mais de mon point de vue, c'est des périodes où
la France a été plutôt bien gouvernée. Ou d'une certaine manière, l'existence au sein même du pouvoir constitué d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir. Donc Emmanuel Macron président et pourquoi pas François Baroin ou quelqu'un de la droite Premier ministre, pour vous ça pourrait être... Oui, c'est moins catastrophique que l'absence totale de majorité possible. Bon, on se projette largement, ça, les législatives seront au mois de juin. Il faut d'abord qu'ils soient élus. Il faut d'abord qu'ils soient élus. Exactement, mais en même temps, quand on voit juste le fait que la moitié des suffrages au premier tour se sont portés vers des candidats étatistes, plus de réglementation, contre l'Europe, contre le marché, contre la concurrence. En gros, des gens qui veulent un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, par rapport à comment l'économie fonctionne en France et même dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que les Français sont prêts pour la réforme, notamment d'essence libérale, quand on voit que plus de la moitié quand même, sont portés sur des gens qui veulent changer le modèle économique français. Vous avez raison, mais en même temps, vous avez complètement raison, mais en même temps, la partie des suffrages, enfin, ceux qui vont à l'extrême droite, j'espère qu'ils savent ce qu'il faut. J'en suis pas complètement sûr, mais j'espère qu'ils savent ce qu'il faut. Mais ceux qui sont allés sur Mélenchon, ils ne savent pas. Parce que le succès de Mélenchon, on le voit bien d'ailleurs dans son attitude aujourd'hui, le succès de Mélenchon, il repose sur une ambiguïté gigantesque. C'est-à-dire, il dit « je suis à gauche ». Mais il dit « je suis à gauche » avec un programme qui est un programme qui ressemble énormément sur le plan économique à celui de Marine Le Pen. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté Mélenchon en disant « il est de gauche, lui, il a du talent, il est honnête, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'est pas social-libéral, il n'aime pas les banquiers, etc. Donc, on vote pour lui. » Je pense que ils vont probablement se rendre compte progressivement, à travers d'ailleurs l'attitude aujourd'hui de la gauche insoumise, que... La France insoumise. De la France insoumise, pardon. Oui, enfin, pour Mélenchon, c'est pareil. Hein. La France insoumise, ils vont se rendre compte qu'il est en fait assez proche des positions extrêmes de Madame Marine Le Pen. Et que donc... Pour qui il n'appelle pas à voter contre, d'ailleurs. Pour qui il n'appelle pas à voter contre. Et que donc, là, cette ambiguïté-là, à mon avis, va faire diminuer beaucoup son score aux élections législatives. Bon, qu'est-ce que vous demandez solennellement à Emmanuel Macron s'il est élu président? D'avoir la capacité de former un gouvernement, c'est-à-dire d'avoir la capacité de passer, non pas de débaucher des individus, mais d'avoir la capacité de négocier avec les forces politiques existantes un accord de gouvernement. Donc les réformistes de chaque camp, ceux... Je ne sais pas. Ça, s'il a du talent politique, c'est là qu'il le montrera. Il a besoin d'avoir un gouvernement et un Premier ministre stable, de façon à pouvoir gouverner le pays. Parce que vous ne croyez pas en tout cas qu'il puisse obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Je n'y crois pas. Je peux me tromper. Je me suis déjà trompé tellement de fois pendant cette campagne électorale. Mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu tellement d'événements complètement imprévus qui sont arrivés. Je peux me tromper. Je n'y crois pas. S'il a une majorité présidentielle, le problème est réglé. Je lui demanderai simplement, si je puis dire, d'être un bon président. S'il n'a pas de majorité, lui, législative, là, l'exercice devient plus compliqué. Et s'il a un vrai talent, c'est là qu'il faut qu'il le démontre. Allez, avant de se quitter, on regarde juste, elles viennent de sortir les affiches de campagne de second tour qui viennent d'être dévoilées par les deux candidats. Si on peut voir les deux ou l'une des deux, allez, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tiens, allez, on va être gentleman, commencer par Marine Le Pen. Cliché très présidentiel avec le bureau derrière, ça rappelle les photos présidentielles de Nicolas Sarkozy, de François Mitterrand en son temps. On voit aussi, elle joue la carte de la féminité avec ce slogan « Choisir la France », ça renvoie à la préférence nationale. La boucle est bouclée. C'est pareil qu'America First. C'est Trump, c'est Donald Trump. C'est un slogan typiquement populiste, c'est-à-dire qui affirme l'intérêt national contre le reste du monde. Choisir la France, ça veut dire la France passe avant toute autre considération. Politiquement, c'est habile. Ça plaît aux nationalistes, comme dirait Emmanuel Macron. Ça plaît aux souverainistes. Ça ne plaît pas aux gens qui pensent, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que la paix
passe par un traitement plus homogène de l'ensemble des pays qui nous entourent, plus équilibré, et que dans le cas français, la paix à long terme et la prospérité de la France passent par la construction européenne. Choisir la France, ça veut dire « je casse l'Europe ». Le nationalisme, c'est la guerre, il l'a rappelé, phrase de François Mitterrand qu'a rappelé Emmanuel Macron. Et justement, Emmanuel Macron, regardons cette affiche de campagne dévoilée hier en fin de journée. Encore une fois, le bleu chez les deux, le bleu est très présent. Le bleu, c'est la sérénité, c'est la sécurité, ça c'est du classique. Mais ce n'est pas le fruit du hasard non plus, c'est pas une œillade, justement, à la droite, le côté sécurité non. Lequel? Le bleu, on dit que le bleu, c'est la couleur de la sécurité. Non, la droite a toujours été bleue. Hein. Bah oui, justement, d'où le yad à la droite. Oui, c'est ça. Non, oui, non, mais je vous laisse... J'aurais pas pris un bleu aussi prononcé à la place d'Emmanuel Macron. Hein. J'aurais été plus nuancé. Mais... Et le slogan aussi, Ensemble la France, on avait... Ensemble la France, je dis... La France ensemble, c'est Chirac en 88. La France en grand, la France ensemble, Chirac en 2002. Là, encore une fois, on n'en voit pas des... Non, c'est un bon slogan, mais j'aurais tendance à dire, très bien, comment? Point d'interrogation. Ça sera la suite s'il est élu au second tour dans 10 jours. Merci à vous, merci pour ces commentaires. Jean-Pierre Levade était votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.